Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Rocasphère, votre nouvelle émission 100% basket, 100% Roca Team, tous les lundis à 19h50 sur TV Monaco pour faire le tour de l'actualité de l'AS Monaco Basket. Pour me suivre cette saison, je n'ai pas de 5 majeurs contrairement aux entraîneurs de basket, j'ai un 2 majeurs, moi c'est déjà bien, avec Yohan Chermy que vous avez l'habitude de voir sur les avant-matchs. Salut Mathieu, salut Ben. Et un petit nouveau, Benjamin Monclar qui va nous accompagner cette saison. Salut Ben, ravi de t'accueillir parmi nous. Bah moi aussi, bonjour tout le monde. Allez, au programme de cette première de Rocasphère, on va d'abord faire le bilan de cette première partie de saison de la Roca Team, la SM Basket qui a été ronronnante sur le premier mois et demi, qui est devenue absolument redoutable. On reviendra évidemment sur les matchs clés qui ont fait cette saison. Ce week-end, les équipes de Rocasphère sont parties à la rencontre de Vito Brown. L'intérieur monégasque nous a parlé de sa passion pour le chant, la chanson qui est ancrée dans sa famille, vous le verrez tout à l'heure. Et puis on se projettera sur la semaine à venir. Monaco reçoit Barcelone jeudi à Gaston Médecin sur un air de revanche après la défaite au match aller lors de la 3e journée d'Euroleague. Et puis pour cette première de Rocasphère, on a la chance, l'immense privilège de recevoir un invité exceptionnel. C'est l'un des meilleurs joueurs de Monaco et même de l'Euroleague cette saison. Eli Okobo est avec nous pour cette première de Rocasphère. Salut Eli. Salut, ça va? Bonne année à vous. Et bonne année à toi aussi. Petite question classique pour commencer. Comment ça va au vu de tes performances cette saison et des performances de la Roca Team? On se doute que ça va bien. Ça va plutôt bien, en bonne santé. Ça va, ma famille aussi, et le club, l'équipe, tout le monde va bien. Tout roule bien pour l'instant. Ouais. Allez, on démarre cette émission, on commence tout de suite avec les Vals. Messieurs, on va donc évaluer la première partie de saison de la Roca Team. Une première partie de saison qui a été marquée d'abord par la fin de l'ère Sacha Obradovic, puis le début de l'ère Vassilis Spanoulis. Yohan, on commence avec toi. Comment tu as jugé cette première partie de saison ? Moi, je crois que j'ai été le plus généreux, et c'est pas parce que tu es là, Eli, rien à voir, mais j'ai choisi de mettre un 8 sur 10, parce que justement, on aurait pu penser qu'avec ce changement de coach, ça aurait pu déstabiliser l'équipe. Je trouve qu'au contraire, avec l'arrivée de Vassilis Spanoulis, voilà, il y a une ADN, quelque part l'équipe est en train de trouver un petit peu sa meilleure formule, avec un jeu collectif qui clairement est en train de devenir la signature de cette équipe. Donc je trouve que sportivement déjà, il y a quelque chose qui est en train de se créer, et puis voilà, vous êtes premier à la mi-saison de l'Euroleague, donc sportivement, je trouvais que c'était difficile de mettre autre chose qu'un 8 sur 10. Il y a aussi le facteur émotionnel. Je trouve qu'il y a des victoires référentes cette saison. Il y a ce plus 30 contre le Fener, le plus 23 ou plus 22 contre le Real. Voilà, il y a eu des grosses performances dans des grosses ambiances. Voilà, je trouve que ça aussi c'est important dans le sport. Il faut quand même prendre du plaisir, il faut avoir ce facteur émotionnel. Et puis le dernier, c'est le facteur physique. Il y a eu Nick Calates qui a été blessé, il y a eu un petit passage à vide avec Alpha, avec Mam. Mais sinon, je trouve que le roster, tu l'as dit, tu te sens bien, t'es en pleine possession de tes moyens. Je trouve que l'équipe tourne bien, le roster, tous les joueurs sont concernés. Voilà, il y a de l'émulation, il y a de l'excitation dans cette équipe, ça fait plaisir à voir. Et pour moi, ça mérite un bon 8 sur 10 pour tous ces facteurs-là. Ben, toi, t'es un petit peu moins généreux. Ouais, un petit peu plus prudent, mais moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Après... moi, j'ai mis 7 parce que déjà, il y a le championnat de France aussi où ça a été un peu plus mitigé, un peu plus compliqué, même si on voit qu'ils reviennent bien. L'Euroleague, premier, rien à dire. Des belles victoires, une ou deux défaites qui nous ont fait un peu grincer les dents, notamment à domicile. Mais non, c'est très encourageant. Et puis, il y a quand même, malgré tout, ce changement de coach qui est quand même dommageable et un micro-traumatisme pour une équipe, même s'ils l'ont très bien vécu. Et que derrière, ça a rebondi de manière fabuleuse. Mais voilà, il y a ces petits points qui font que j'ai pas mis ni 8 ni 9, mais c'est un très gros 7. La rédaction des sports de TV Monaco a également mis 8 pour cette première partie de saison de la Roca Team, ce qui fait une moyenne de 7,6. Voilà la note de TV Monaco. On va revenir donc du coup un peu sur cette première partie de saison. Eli, avec cette arrivée du nouveau coach, ce qui est marquant, je trouve, c'est qu'il y a eu un espèce d'effet immédiat, sans doute une prise de conscience des joueurs, mais on a vu vraiment une équipe changer de visage du jour au lendemain. Oui, ça a été une prise de conscience très rapide. On a pu voir en début de saison, ça a été compliqué. On n'a pas eu tout le monde sur la pré-saison, donc on n'a pas pu être vraiment ensemble et construire cette cohésion de groupe d'entrée, même s'il y a des joueurs qui étaient là avant. Et
voilà, certains matchs qu'on laisse filer à domicile, qui ont frustré le public, le coach et surtout nous, les acteurs, les joueurs. Et avec ce changement de coach, je pense que ça a mis un électrochoc à tout le monde. Tout le monde s'est regardé dans la glace et on s'est dit ouvertement ce qu'il fallait améliorer, chacun individuellement et collectivement. Et avec le nouveau coach qui a su aussi, avec ses speeches, nous motiver d'entrée. Et voilà, le premier match, c'était au Pana et ça s'est plutôt bien passé. Tu parles des discours du coach, justement, on les a vus, que ce soit à l'entraînement ou sur ce match contre le Pana, on était en inside avec vous. Il a été très fort dans ce qu'il disait. Ok, il vous a dit d'entrée, vous êtes tous d'excellents joueurs, mais vous ne gagnerez que par le collectif. Il a voulu mettre les égos de côté d'entrée. Exactement. Je pense qu'on était une équipe qui jouait beaucoup d'isolation quand même. Même si on a des joueurs talentueux qui peuvent créer les uns pour les autres, il y en avait peut-être un peu trop par moment. Et il a réussi à faire en sorte que on le fasse un peu moins, seulement dans les moments nécessaires. Et là, on peut voir les statistiques des passes décisives depuis son arrivée qui ont augmenté. Et voilà, tout le monde se fait plaisir sur le terrain et on partage la balle. Et on est des joueurs intelligents, donc on a mis ça en place et ça fonctionne plutôt bien. Et il a l'expérience, il a gagné l'Euroleague plusieurs fois, il a été meilleur joueur, donc pourquoi ne pas l'écouter et écouter ses directives. Allez, on va passer désormais à l'entre-deux, messieurs. On va revenir un petit peu sur ton début de saison maintenant, Elie. Ben, je vais me tourner d'abord vers toi. On va revenir un petit peu sur l'actualité la plus chaude. Il y a eu un All-Star Game qui a été joué il n'y a pas longtemps. Tu voulais lui poser une petite question là-dessus à Elie. Non, mais je voulais avoir son ressenti parce que bon, l'All-Star Game, c'est souvent un bon moment, mais c'est la première fois qu'il y a ce Skills Challenge avec le 1 contre 1. Je voulais savoir un peu comment tu l'avais vécu, si tu avais été un bon moment, voilà, l'expérience, etc. Ouais, franchement, c'était cool. C'était la première fois que je faisais un skills challenge comme ça avec les slaloms, les passes et des petits shoots. Et après, il y a eu la particularité du 1 contre 1 en finale. Je pense que c'est cool aussi pour le public de voir ça, des joueurs de haut niveau de 1 contre 1. Moi, je me suis régalé en tout cas. À la télé, ouais. Le voir à la télé, je me suis régalé. Après, c'est vrai que c'est comment on joue. Est-ce qu'on joue à fond, on joue physique, pas physique, qu'est-ce qu'on fait. Mais voilà, montrer un peu ses skills individuels et voilà, peut-être quelques petits trucs qui auraient pu être modifiés sur la finale, je pense, en évitant les slaloms à partir du deuxième tour. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense que le public s'est régalé et c'est le principal. Et nous aussi, c'était cool, c'était pas mal. Et ce petit 1 contre 1 contre TJ Short? Pas mal, des shoots qui rentrent pas. On passe à autre chose. Non, mais c'était cool, ouais. Elie, t'as connu une excellente deuxième partie de saison de l'année dernière. On a l'impression que tu surfes un petit peu sur cette fin de saison. T'es excellent depuis la reprise. Comment tu vois, toi, ta première partie de saison, personnellement? Je me sens plutôt bien. C'est vrai que c'était assez frustrant au début, comme je l'ai dit, on n'avait pas tous les joueurs, donc on ne pouvait pas avoir vraiment de repères sur qui allait faire quoi sur le terrain, avec qui j'allais jouer ou non, enfin la plupart du temps. Et donc c'était un peu compliqué un peu sur la préparation et au fur et à mesure on prend le rythme. Les joueurs arrivent dans les rotations et on peut comprendre un peu plus et après on s'adapte, on lit, on échange avec les joueurs, les coachs et voilà. Et moi j'essaie vraiment d'être efficace sur ce que je fais, apporter beaucoup d'énergie sur le terrain et des deux côtés du terrain en attaque et en défense et voilà, je pense que je suis plutôt solide et régulier là-dessus depuis le début de saison et le but, c'est comme dit le coach et c'est ce que je pense aussi, c'est de gagner l'Euroleague. Ça fait 3 ans que c'est ma 3e année à Monaco. J'ai pu vivre un Final Four, 2 matchs 5 en play-off. Et j'aimerais que ce soit l'année où on aille jusqu'au bout. Donc vraiment jouer pour l'équipe, pour le groupe, pour aller le plus loin possible et ramener des titres. Ouais, tu parlais de la régularité. C'est vrai que tu es un des joueurs les plus réguliers, sans doute avec Alpha depuis ce début de saison. Malgré ton rôle de 6e homme, tu voulais lui poser une question justement là-dessus aussi, Johan. Oui, j'avais envie de te demander justement comment tu perçois ton rôle de 6e homme. Parce que quand on regarde justement les 18 matchs que tu as disputés en Euroleague, tu as été 18 fois en sortie de banc. Et pourtant, tu as le 3e
troisième plus gros temps de jeu du roster, la deuxième meilleure évaluation en Euroleague, signe que vraiment tes performances sont très très bonnes. J'ai envie d'avoir justement ton ressenti par rapport à ce rôle de sixième homme. Ça me dérange pas plus que ça tant que je suis sur le terrain à la fin du match. C'est le moment le plus important, le plus décisif, on va dire, quand c'est serré. Et voilà, j'ai confiance en mes capacités. Mes coéquipiers me font confiance aussi. Et voilà, s'il faut rentrer en deuxième partie, à partir de la 5e, 6e, 4e minute du premier quart-temps, ça me dérange pas pour mettre un petit coup d'énergie. Ça te met pas de pression particulière de devoir être décisif comme ça en rentrant et en essayant d'apporter tout de suite à l'équipe? Non, parce que voilà, je sais qu'au moment où je rentre, ce que j'ai à faire, je sais avec qui je vais jouer, le coach a confiance en moi, les coéquipiers aussi. Est-ce que tu sais toujours avec qui tu vas jouer? Est-ce qu'il y a des paires comme ça où tu sais que tu vas rentrer à la place d'un tel et après tu vas être avec Mike James et ensuite il y aura des rotations, ou ça change? C'est à peu près pareil, je dirais à 80%. En fonction des fautes, j'imagine. Ouais, ça peut varier en fonction des fautes. La performance, je sais pas, du joueur qui est déjà sur le terrain ou moi quand je suis sur le terrain, mais c'est à peu près pareil. Et ensuite, voilà, on joue avec pleine confiance. Il faut pouvoir s'adapter à toute situation. Donc voilà, je fais ce qu'il faut pour essayer de gagner des titres. C'est plutôt bien sur cette première partie de saison. Ouais. J'essaye en tout cas. Je voulais te poser une question. Elie, il y a eu un événement marquant cet été, ça a été les Jeux Olympiques auxquels tu n'as pas eu la chance de participer. On se doute que tu avais vraiment envie d'être avec cette équipe de France. Quel rôle ça a joué dans ta préparation mentale sur ce début de saison et sur tes performances? Est-ce que ça t'a renforcé? Est-ce que tu as eu un esprit revanchard? C'est deux situations différentes. Je connais ma place à Monaco, je sais ce que j'ai à faire. En équipe de France, il faut aller se battre pour faire partie des 12. Évidemment que c'était très frustrant, hein. Des Jeux Olympiques à Paris, ça n'arrive pas souvent. C'était une bonne période de ma carrière, mais c'est pas arrivé. Il fallait vite passer à autre chose, profiter de quelques jours off en plus et se préparer pour la saison. Donc c'est ce que j'ai fait et voilà, j'ai mis ça derrière moi. Il n'y a plus le même coach en équipe de France. Il y a plein de choses qui ont changé, donc on verra par la suite. Ouais, il va y avoir sans doute de nouvelles opportunités. Ouais, mais c'est vrai que là, je suis vraiment dans mon flot de saison avec Monaco. Et il y a la Leaders Cup qui arrive. Il y a cette deuxième partie de saison, que ce soit en Euroleague ou en championnat, la Coupe de France en suivant. Et donc je suis vraiment concentré là-dessus, plus que les JO de l'été dernier. Il y a un de tes coéquipiers qui monte en puissance depuis 1 mois et demi, c'est Mike James, qui a connu des problèmes physiques. On sait, il a loupé la préparation, il s'est fait opérer du dos. Ça a mis du temps, je pense, avant qu'il reprenne son plein potentiel. Là, on le sent vraiment presque à son meilleur niveau. Est-ce que tu peux nous décrire ta complicité avec lui? On vous voit beaucoup discuter, beaucoup de clins d'œil. Comment ça se passe avec lui au quotidien? On échange beaucoup. On a pas mal de responsabilités dans cette équipe, donc c'est une bonne chose qu'on s'entende bien. Et on échange sur les différentes situations, que ce soit entre nous, avec les autres coéquipiers, avec le coach, sur ce qu'on peut faire de mieux. Et voilà, c'est s'alterner les situations sur le terrain. Il joue aussi pour gagner des titres. Et c'est vrai qu'on discutait beaucoup de son état de forme, comment il se sentait sur la reprise depuis qu'il est avec le groupe. Et là, ça fait quelques semaines qu'il me dit qu'il se sent vraiment bien et ça se voit aussi sur ses performances et on est content. C'est un très très bon joueur et il apporte beaucoup au groupe. Donc, et toi, voilà. Qu'est-ce qu'il t'apporte personnellement? Il me pousse à être bon, régulier, comme quand il est, être un leader. Et voilà, on essaie vraiment de matcher la même énergie, lui et moi, sur le terrain, pour rendre la tâche difficile aux adversaires. Mike James, qui est un immense joueur d'Euroleague, on va parler d'un autre immense joueur, Johan, d'un joueur qui adore Elie. Oui, c'est un secret pour personne. Je sais que tu as une admiration profonde, en tout cas beaucoup de respect pour James Harden.
Déjà, vous êtes tous les deux gauchers, donc on a repéré quand même pas mal de similarités dans votre jeu, notamment ce step back qui est quelque chose que vous avez tous les deux en commun dans votre jeu. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette admiration? Est-ce que tu as eu envie de lui piquer certains moves? Voilà, James Harden et toi, la relation. Ouais, depuis que je suis je dirais au centre de formation à Pau, j'ai découvert ce joueur quand il était à OKC. Ça faisait, je pense, 2 ans qu'il s'était fait drafter. Et j'ai tout de suite adoré la manière dont il jouait. Et il jouait beaucoup plus off the ball qu'il le fait maintenant. Et il était performant. Il était en 6e homme. Il était gaucher, poste 2, poste 1. Élu 6e homme en NBA Voilà, cette année-là d'ailleurs. Et la manière dont il arrivait à créer pour lui-même et aussi pour ses coéquipiers. Et surtout quand il est arrivé à Houston après. Voilà, je regardais vraiment ses highlights, les matchs, la manière dont il arrivait à manipuler la défense. Et tous les jours, après, avant les entraînements, j'essayais de prendre ces moves-là et de les reproduire. Après, je pouvais pas, parce que j'avais pas le même statut dans l'équipe, dans mon équipe. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, avec le travail, c'est devenu des habitudes et je me suis senti à l'aise avec. Et maintenant, c'est naturel. Et avoir pu jouer contre lui, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et puis les échanges qu'on a pu avoir à la fin des matchs et tout, c'était... Vous avez discuté? Ouais, on a discuté plusieurs fois. C'est toi qui allais voir ou c'est lui qui est... La toute première fois, c'était drôle parce qu'on jouait Houston et sur une fin de match, j'ai fait un move à lui qui m'a donné 2 lancers francs et il m'a dit... C'est bon ça. Et il m'a demandé, voilà, c'est ça, il m'a dit, mais t'as appris ça où toi? Et donc de suite, j'ai dit, j'ai vu ça de toi, mais non, c'était cool les échanges et voilà, j'ai de lui, j'ai de moi-même, enfin j'ai pris un peu de tout le monde et mis ça à ma sauce. Faire du Okobo aujourd'hui. Exactement. Un dernier petit mot, Elie, tu as prolongé ton contrat à Monaco en août dernier. Comment tu vois l'avenir maintenant ici? Est-ce que tu veux t'inscrire dans la durée à Monaco en Euroleague? Ou est-ce que peut-être un appel du pied de la NBA, ça peut toujours te tenter? La première étape, ce serait de gagner l'Euroleague, si c'est possible cette année. Je pense qu'on est en chemin pour faire quelque chose de bien cette année. Après, voilà, que tout le monde soit en bonne santé, qu'on travaille bien, qu'on soit régulier dans ce qu'on fait, qu'on écoute bien le coach et qu'on avance comme ça. Et après, on verra. C'est vrai que j'ai pu goûter à la NBA en étant drafté, en passant 2 années à Phoenix, qui m'ont appris beaucoup. Et la NBA, c'est quelque chose, c'est la meilleure ligue du monde quand même. Donc, c'est pas négligeable jouer contre les meilleurs. Mais c'est vrai que là, je me plais beaucoup à Monaco. Mon rôle, on est une équipe compétitive. On joue les playoffs chaque année et je suis très bien dans ce cadre de vie aussi. Et avec le président, le GM, le coach qui me font confiance, c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Allez les messieurs, je vais jouer les arbitres. On va prendre un petit temps mort tactique. Yohan, on va tenter d'expliquer, de montrer aux fans et aux spectateurs, téléspectateurs de TV Monaco ce changement d'identité de la Roca Team à travers la patte de Vasilis Spanoulis, notamment sur le collectif. Et on va mettre en avant d'abord peut-être les pick and roll. Et oui, les pick and roll, cette arme offensive de plus en plus utilisée par la Roca Team version Spanoulis. Alors on va se concentrer sur Mike James et ses pivots. On le sait, Mike James, il a un rôle qui évolue un petit peu plus depuis que Vasilis Spanoulis est arrivé. Toujours aussi scoreur, mais un peu plus passeur, et ça se manifeste aussi à travers ses pick and roll. Alors je vous propose de regarder plusieurs actions assez symboliques du nouveau visage justement de la Roca Team, avec une première action où c'était le festival contre Fenerbahçe, on s'en souvient, une victoire 99-69. Sur cette action-là, il y a tout simplement les 5 joueurs sur le parquet qui sont touchés. On va la décortiquer image par image pour tenter de comprendre un petit peu mieux le mouvement des joueurs et puis de comprendre, de lire un petit peu mieux le visage de cette Roca Team. Alors on va voir, donc c'est Elie qui la donne à Mike et on va faire déjà une première pause ici
Pour comprendre, on va se concentrer sur Mike. Mike qui mène la possession et puis on va s'intéresser au mouvement d'Eli Okobo. Hyper intéressant, le mouvement d'Eli. Je dis pas ça parce qu'il est juste à côté. Vous allez comprendre pourquoi. Et Dimo aussi. Dimo, on va s'intéresser à son mouvement. Ces deux mouvements là, puis là pour aller à Dimo. Alors je vous explique. Concentrons-nous au centre sur Eli et sur Dimo. Les mouvements vont être pour aller aider. On va poser un écran pour aller aider Mike James, lui libérer de l'espace, qu'il ait un petit peu plus de temps, d'espace pour s'organiser et trouver derrière la meilleure solution. On va refaire une pause ici pour comprendre que justement Eli, de par son écran, a pu donner un petit peu d'air à Mike qui derrière peut avancer. Dimo, pareil, avec son écran, permet aussi à Mike de pouvoir s'organiser. Et là, Mike, avec tout son talent, il a plusieurs solutions. Il aurait pu sortir en bas de l'écran sur Jaron Blossom Game qui est plutôt isolé. Il choisit de sortir sur Terry Tarpey qui est isolé tout en haut. Isolé aussi pourquoi? Parce que le mouvement de Dimo permet d'aspirer le défenseur ici. Et donc derrière, Terry, il a un petit peu plus de temps. Bon voilà, tout ça pour dire, quand on remet l'action, on va la laisser se dérouler. Après, on voit tout le talent de Terry qui vient trouver une passe en une touche comme ça, magnifique sur Dimo, et puis Blossom Game qui conclut derrière. Mais tout ça pour dire qu'on recherche toujours le joueur isolé, on cherche à mettre de la vitesse dans les transitions, on n'est plus rompu à un exploit, on essaye vraiment de mettre de la vitesse, d'aller chercher à chaque fois le joueur isolé pour se donner toutes les chances d'aller mettre les points. C'est vrai, Eli, on a vraiment cette impression qu'on retrouve les intérieurs, les pivots depuis l'arrivée de Vasilis, qu'on va plus les chercher. Ouais, c'est avec le flow du jeu, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de créer, qui attirent les défenses de par leur qualité offensive. Et ensuite, c'est à nous de faire le bon choix. Et le choix... il n'est pas obligé d'être spectaculaire, il peut être très simple. Et là, Mike a fait le bon choix, il a fait la passe toute simple à Terry. Et Terry, à partir du moment où Mike fait la passe, il a attiré deux joueurs sur lui, il crée un décalage. Et ensuite, on fait bouger la défense. Et voilà, et c'est ce qu'on fait plutôt bien depuis l'arrivée du coach. Autre situation, Johan, tu parlais justement du nouveau rôle de Mike James. On va regarder une petite image contre l'Alba Berlin, c'était la semaine dernière. Complètement, et le coach avait parlé lors de son intronisation, je pense que tu t'en souviens, Eli, d'un basket total. 28 passes décisives contre le Bayern, 24 contre l'Alba Berlin. Ça aussi, toutes ces passes, ce jeu, c'est aussi la Roca Team version 2.0. Et là, on va s'intéresser, justement, comme tu le disais, Mathieu, au match contre l'Alba. Et le mouvement de Mike James est super intéressant. Là, il choisit de décaler Jordan Lloyd qui va décaler Matthew Strazel. On est encore une fois sur ce dédoublement de passe, sur la volonté de vouloir mettre de la vitesse dans le jeu, et on va s'intéresser sur cette action au nouveau rôle de Mike James. Mike James, je le disais, scoreur dans cette équipe, mais pas seulement, de plus en plus passeur. On va revenir un petit peu avant, juste un tout petit peu avant pour s'intéresser à Mike, juste ici. Mike, sous l'ère Sacha Obradovic, je pense qu'il aurait probablement fait un step back et puis il aurait tenté un shoot à 3 points. Il aurait pu aussi, comme il va le faire d'ailleurs, s'engouffrer, prendre justement l'intervalle ici, et puis il aurait pu, avec toute sa qualité, on le connaît, il est MVP, il n'est pas MVP pour rien, Mike, il aurait pu, avec un flotteur, pouvoir s'assurer des points. Mais non, justement là, on va laisser l'action se dérouler, et c'est aussi les nouvelles consignes avec Vasilis Spanoulis qui responsabilise à la passe Mike James, qui va trouver Jordan Lloyd qui était isolé. Jordan Lloyd, il aurait pu prendre un tir aussi, et non, il va trouver en coin Matthew Strazel totalement tout seul, qui derrière a beaucoup plus de temps pour pouvoir prendre son shoot, s'organiser, et ça, ça ne peut que faire mouche avec toute la qualité sur les shoots à longue distance de Matthew Strazel. Voilà, on voit à travers ces dédoublements de passes, à travers aussi le nouveau rôle de Mike James, qui est plus seulement scoreur, qui cherche à chaque fois à aller chercher le partenaire totalement isolé. Ça aussi, c'est le nouveau visage version Vasilis Spanoulis de cette Roca Team. Ouais, Ben, il y a cette volonté, il l'a répété, il le répète tout le temps, Vasilis, quand on va le voir même à l'entraînement, c'est toujours aller chercher la meilleure solution, la meilleure option de tir. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu ce que disait Eli tout à l'heure, c'est la qualité individuelle, ils l'ont, elle est mise au service du collectif, voilà. Mike James, là, il a un avantage sur son défenseur, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite, et sur un ou deux dribbles, il arrive à le battre, et puis derrière, il fait la bonne passe, et comme l'a dit Eli, derrière, les décalages. Et puis, ils sont forts techniquement et ils sont forts tactiquement, donc ils font les bonnes lectures. Et puis après, derrière, quand ils ont un mètre d'avance, ils mettent dedans. Donc voilà, non, c'est bien illustré.
Cette Roca Team qui est très agréable à regarder jouer. On vous propose, on profite de la présence d'Eli Okobo aujourd'hui. On vous propose un petit best-of de ses meilleures actions cette saison en Euroleague. Stepside. Mosquito qui est à 3 fautes. Lui qui défend d'ailleurs. Et il a failli être à 4 fautes. Il a failli être à 4 fautes, mais il peut rien faire. Okobo qui annonce le système. Ouais, il y a du grabuge dans la raquette. Ça c'est bien fait. Papagiannis servi par Eli Okobo, la spéciale, la galette. Ballon en main. Attention. Ouais, il a joué un peu trop facile là-dessus. Théo Malédon. Eli Okobo, est-ce qu'il va sanctionner? Eli Okobo, est-ce qu'il va sanctionner? Eli Okobo. Oh, qu'il est difficile ce troisième carton pour Villeurbanne. Ah, très difficile. Et puis lui, il est en confiance. Oh, ils leur ont mis 36 points dans le troisième carton. Et ils sont plus 3, Monaco. Eh oui. Hein? C'est dur ça, c'est dur. Ouais, oh mais bon, avec l'eau de la planche. C'est dur, mais avec l'eau de la planche, avec il le fait. De la planche. Et Eli Okobo, messieurs, dames. Au Blossom Game qui a eu le geste sûr. Ah là, il conduit. Eli Okobo. Oh, Eli Okobo! Eh ben, il peut pas lui arriver grand chose à Eli ce soir. Ah non, c'est pas du chien de l'arcade habituel, bien entendu. Ça redribble, Colin, ça redribble. Oula, allez, bon, accordé. Ça redribble, mais ça fonctionne pour Eli Okobo. Et encore, il peut même y avoir la faute. Ouais. Oh, c'est fort. Bon, rebond. C'est fort, mais il est pas en réussite. Il est pas en réussite et derrière Eli Okobo à 3 points. Ça peut tomber dedans. Et ça tombe dedans pour Eli Okobo. Oh l'assassin! Il a de la glace dans les veines. Eli Okobo, il vient faire très mal à cette équipe du Fener. Magnifique, Eli, ses actions. On va faire un petit point maintenant sur le classement de cette Euroleague pour constater eh que l'AS Monaco est tout en haut de ce classement, à égalité avec l'Olympiakos qui réalise aussi une excellente première partie de saison, qui a gagné d'ailleurs à la salle Gaston Médecin pour le deuxième match de Vasilis Panoulis. Les Grecs en grande forme avec le Pana qui suit juste derrière. Petite chute de Paris avec ses récentes défaites, notamment contre le Real Madrid. Et on va regarder la deuxième partie du classement avec le Barça qui arrive en 10e position. Le Barça qui va venir à la salle Gaston Médecin jeudi. L'Asvel, l'ancien club d'Eli avant d'arriver à Monaco, qui est actuellement 15e, qui va tenter d'aller chercher cette place dans le play-in. Et puis l'Alba qui est pour l'instant bon dernier de cette Euroleague. Messieurs, c'est l'heure de la Roca Jauge. Vous allez élire les MVP de cette première partie de saison. Je vais d'abord me tourner vers Ben. Tu as choisi un joueur qui est pas très loin de toi, je crois. Non, moi j'ai choisi Eli, voilà. Mais il l'a dit tout à l'heure, en fait, ce qui m'a fait pencher pour lui, c'est sa régularité. Voilà, moi je l'ai trouvé extrêmement régulier cette saison. Il a eu un tout petit creux, on va dire. Je crois que c'était début novembre. Contre Zalgiris et il y en a un autre, je crois. Ah ouais. Mais Sinon, les pourcentages, ils sont magnifiques. Il y a plus de 50% à 2 points. On est à plus de 40% à 3 points. On est quasiment à 90 au lancer franc. Des victoires, défensivement aussi. Je le trouve vraiment investi en défense. Donc voilà, pour moi, en plus, il est sur le plateau. Donc voilà. Donc il a accepté l'invitation. Donc ça, c'était un gros point en plus. Donc, deuxième meilleur éval en Euroleague. Ça aussi, je trouve que ça veut dire beaucoup. Après, ça appuie tes propos. Si on veut aller sur les stats, sur 40 minutes, parce qu'il joue 3 minutes de moins que Mike James, sur 40 minutes, il est au-dessus à l'évaluation. Donc non, pour moi, il n'y a pas photo. Yohan, pour toi, il y a un autre joueur très régulier de l'équipe. Ouais, Alpha Diallo, je pense que c'est important de parler d'Alpha. Là, il est blessé. J'espère qu'il va vite revenir d'ailleurs. Mais toujours régulier, le soldat Alpha Diallo, qui est quelque part toujours à son niveau, qui maintient un niveau bien au-dessus de la moyenne, un joueur qui sait tout faire. Quand on regarde d'ailleurs ses feuilles de stats match après match, 3e meilleure moyenne de points de son équipe, 3e meilleur éval de son équipe, meilleure adresse de son équipe à 3 points avec 48% de réussite. Voilà, il affiche ses meilleures stats depuis qu'il est sur le rocher. J'ai l'impression qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens, Alpha. Et puis
c'est pas forcément la superstar de cette équipe, c'est pas forcément celui dont on parle le plus, mais il est tellement régulier, tellement important pour le collectif, il a tendance à sublimer un peu ses potes. Et je pense que pour que ce soit sous l'ère Sacha Obradović comme sous l'ère Vasilis Spanoulis, c'est important pour le coach de pouvoir s'appuyer sur des joueurs comme ça. Il est discret, il est précieux. Énorme défenseur, mais très très bon des deux côtés du terrain. Je pense que c'est important aussi. Il y a les scoreurs, il y a évidemment ceux qui font, dont on a besoin dans les moments importants. Et puis il y a Alpha qui est toujours régulier, qui fait toujours ses matchs. Donc j'avais envie de le récompenser un peu, Alpha, de son début de saison. Il souhaitait de revenir en forme. Elie, je sais que c'est toujours compliqué de mettre en avant un coéquipier plus qu'un autre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais envie de mettre en avant sur cette première partie de saison ? Moi, je suis d'accord. Alpha, il fait du très très bon boulot. Il est arrivé prêt pour la saison. Il est très régulier. Il prend son rôle très au sérieux. Et la différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'il respecte vraiment son rôle à fond. Et il essaye jamais d'en sortir. Il n'a pas essayé d'en sortir. Et c'est vrai qu'il y a eu par moments sur certains matchs l'année dernière où il a essayé de faire plus que d'habitude et ça fonctionne moins bien. Et là, il fait ça à la perfection et on le voit sur ses stats, sur sa présence. Il joue énormément, il apporte tellement au groupe. Il défend sur les meilleurs joueurs tous les soirs. Et voilà, il est plus efficace à 3 points. Donc quand il y a les décalages, ça tombe dedans. Il est agressif et il fait les bons choix en attaque. Donc sur ce début de saison, il est très très fort. Et on peut aussi parler, par exemple, depuis la blessure d'Alpha, de Terry, qui a pas beaucoup vu le terrain depuis le début de la saison et qui arrive, qui est concentré, qui est prêt et qui apporte de suite, que ce soit en Euroleague ou en championnat. Et il n'a pas fait baisser le niveau de l'équipe, même. J'ai l'impression qu'au niveau de l'intensité, ça exactement, il défend avec la même intensité. Il est efficace, il fait les bons choix, il force rien. Mathieu qui est solide, on a les intérieurs aussi qui se mettent en route bien et Mam qui fait un très très bon début de saison aussi. Mais c'est vrai que tous les joueurs font leur taf et ça fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais c'est que la moitié, il n'y a rien qui est fait encore. On n'a pas gagné de titre, donc va falloir rester concentré et que chacun mette la main à la pâte pour arriver là où on veut. C'est sûr que c'est beau, on voit, je te coupe, pardon Mathieu, mais quand on voit à chaque fois les feuilles de stats, et tous les joueurs en fait noircissent la feuille, c'est assez incroyable. Tous les joueurs sont à la marque. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus. Et même ceux qui ont la noircissement, on prend un joueur comme Jaren Blossomgame, il n'a pas toujours des stats partout, mais qu'est-ce qu'il est utile en défense devant, c'est un joueur hyper important. Depuis un petit moment quand même, que ce soit en rebond, en défense. Ouais, il est vraiment consistant. C'est ça, il y a plein de choses sur le terrain qui sont pas affichées sur les stats à la fin, mais qui sont décisives pour nous pour gagner les matchs. Que ce soit un écran retard, un repli défensif, une faute donnée pour éviter une contre-attaque. Et c'est les éléments qui font la différence sur les grandes équipes. Et c'est ce qu'on commence à mettre bien en place et à comprendre. Les gars, on va départager vos MVP. Il peut y en avoir qu'un seul à MVP, hein, donc on va se départager autour d'un petit jeu. Vous allez avoir 24 secondes. Il y avait une plaque avec 20 maillots d'Euroleague pour en retrouver un maximum. À qui appartient le maillot? Qui veut commencer? Johan, tu veux te lancer dessus? Je vais me ridiculiser le premier, ouais. Il faut trouver le numéro des joueurs, c'est ça? Non, les numéros sont affichés sur les maillots. Il faut retrouver à qui appartient le maillot. On va envoyer la plaque et c'est donc Johan qui va commencer. Tu vas avoir 24 secondes pour trouver un maximum de maillots. C'est parti. Alors attends, déjà je me fais un peu... je vais me faire 24, c'est Nadirifi? Non. Non. 12 Nadirifi? Non. Ok, super. Le 0, Kevin Punter? Kevin Punter, c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point. Le 19, c'est peut-être Vesely? Non. Ah ouais, 24 secondes, ça va 24 super secondes, vite. Ça passe très vite. 1 point pour Johan. Oh là là. Ben, on va pouvoir lancer le chrono, t'es prêt? Allez, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, le 26 du Panathinaikos. Bonga, le 17. Bonga, le 17. C'est bon, j'ai gagné. Sauf si Elie veut se lancer le défi aussi après, derrière. Il y a qui là? C'est qui le 24 à Lasvel? Déjà. C'est Mbaye à Lasvel le 24? Ah oui, oui, il y a Juan en haut.
C'est Mbaye. C'est Mbaye, ouais. 23, c'est peut-être Cody Miller. Blatt du Maccabi, Goudou. C'est terminé, donc ça fait 3. Ça fait 3 pour Ben. Tu veux te lancer dessus aussi, Eli? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, en effet, il y avait bien Johan, c'était bien le numéro de Johan là-haut. C'est Donta Hall. Le 44, c'est Donta. Tim, c'est le 9, c'est ça. Et vous devriez reconnaître le numéro 1, normalement, de l'Étoile Rouge. C'est un joueur qui a joué. C'est John Brown III qui a signé à l'Étoile Rouge cet hiver. Pas évident. Ce sera donc Elie Okobo. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, les gars, mais ce sera donc Elie Okobo, notre MVP de TV Monaco pour cette première partie de saison. Elie, petite question. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Pendant mon temps libre, bah alors, je m'occupe de ma famille avec mon fils qui a 10 mois. Ça se passe bien, une vie de jeune papa. Et je promène mon chien aussi. Des trucs simples de la vie qui me rend heureux. Et voilà, je suis à la maison. Y a ma famille qui vient me visiter, mes amis. Et voilà, je regarde du basket aussi. Je m'intéresse à ce qui se passe autour. Et voilà, je profite simplement de la vie chez moi. Eh bien, nous, on a été à la rencontre de Vito Brown pour voir un petit peu ce qu'il faisait en dehors du basket. Vito, passionné de musique et de chant, une passion qu'il partage en famille. Le sujet est signé Sylvie Ferreira. Des images d'Anthony Casal au son Johan Lemat. Montage Laurent Lopopolo. If I had you, dreams come true. If I had you, if I had you, you shine bright like a starry night. I love to see the twinkle in your eyes. So then I have a doc that has all my lyrics, like this is all the stuff I've written over probably the last 4 or 5 years. You know, some people write, they journal, they write, you know, stories and poems. For me, it's singing, you know, so I'm able to write what I'm feeling sometimes, whether it's about relationships or basketball or life in general, motivational things. I write it all down and put it to music, so it's nice. It's if I'm with you, my dreams will come true. What you got, Mom? No, you know, just if I would do anything, it would just be to vary it up. Yeah, something like that. Yeah. You're so beautiful. Yeah, but more, don't strain on it. You're so beautiful. Like a whisper. You're so Beautiful, you're the morning sun. You're so beautiful. You're so beautiful. You're the morning sun. 'Cause when I'm with you. When he was younger, you have to kind of bribe him to get him to perform. He didn't want to do it. But as the years progressed and he got a little more mature, he would, you know, be more open to the possibilities. And when we would sing in church, he would notice that people would be moved emotionally. I kind of was the same, but I was always much younger than them. So now that we're older, it's just very powerful to see that he's affecting people with his music, even across the sea in France. They're being nice because the cameras are here. Sometimes it gets pretty stressful in here, you know, because it's like everybody's got different opinions, you know, and it's, you know, you can do better, but you don't know how to do better sometimes. So it's very similar to basketball in that way. So that's why I think I can identify with music so well, because they're really very closely intertwined. Close to you. Close to you. It's nice to have them come out and visit, because then it makes the it like splits the season in half. You know, it's like, okay, if you thrive first half of the season, and then you get a nice little break, which is them coming out here. And then they go back, and then it's like, okay, now I can finish the second half of the season. For me, that's what really helps, is them being able to come visit. If they didn't visit, it would be way, way longer. What are you making? Oh, I'm making cheesecake cookies. Mm-hmm. So I have to make the crust first, and I have to bake this for 15 minutes or so.
and then I'm going to make a cheesecake mixture. We keep in touch and talk about basketball and games and music. We talk all the time because he's the one who taught me basketball, taught me the game. So, you know, any advice that he has, I try to put it into play. It's not always easy. And if I played bad, you know, as soon as I pick up the phone, it's like, why did you do this? Yeah, he was a slow learner. But once he picked up in high school, really right before high school, you could see him evolving. So by the time he got to high school, we knew he was going to be pretty good. Yeah. Yeah. But before, trash. No, trash. I'm glad that it worked out the way it did, and so that they were able to join me in here, because, you know, when I go home in the summer, we're definitely in the studio as well. This is a time that we can all bond on something that we all know. A, B, C, I take my JBCs, D, E, F, I take my JBCs. Mom and sister, they don't know basketball as much as my dad, you know, so for this, it's like we're all into music, so we can all help each other and grow together. S, T, I take my JBC. Boom, 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 do pop, pop, do pop, do waddy, waddy, 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 U, V, W, X, Y, and Z. I told you about JBCs, told you about your ABCs. And that's all, folks. Vito Brown, que vous pouvez retrouver sur Spotify sous le nom de Don Vito. La pub est faite et placée. On va passer maintenant au dernier carton. Allez, un match à venir cette semaine pour la Roca Team, la réception de Barcelone avec peut-être un esprit de revanche. Elie, après ce match lors de la 3e journée, ça a été un déplacement compliqué à Barcelone. Très frustrant. C'était un match, je pense, où on aurait pu se jauger un peu, voir où on en était sur ce début de saison. Et on a vu qu'on était mal. Donc là, voilà, après tous ces changements, la manière dont on joue actuellement, ça va être une autre manière, une autre opportunité pour se juger. Et j'espère que ça va bien se passer. C'est une équipe très collective comme vous aussi. Ouais, qui joue bien, ils ont des talents sur tous les postes. Et voilà, ça va être un combat défensif surtout. Et ensuite faire ce qu'on sait faire en attaque, bouger la balle, trouver des choses simples et mettre les tirs quand il faut les mettre. Ça avait pêché justement lors du premier match. Il y avait eu un gros déficit sur les 3 points. Je crois que vous étiez à 28%, 29%. Sur les 2 points, 43%. Alors qu'eux avaient plutôt cartonné. Ils étaient à 55% sur les 2 points et à la moyenne, pareil, sur les 3 points. Ça, c'est ce qui peut faire la différence aussi sur le match retour. Parce que, pareil, sur les rebonds, vous aviez été dominé. Sur ces 2 secteurs-là, a priori, vous n'allez pas faire un deuxième match au 100. Donc, avec un peu plus de réussite au tir et avec un petit peu plus d'énergie au rebond, normalement, ça devrait rectifier le tir. Allez, il est temps de conclure, mais messieurs, je suis désolé, le temps passe très vite. Le match que vous pourrez retrouver donc jeudi, coup d'envoi à 19h sur TV Monaco en direct. Merci Elie d'avoir participé à cette première de la Roca Sphère. Bonne saison à toute la Roca Team. On espère évidemment l'Euroleague et puis tous les trophées possibles. Nous aussi. Merci les gars, Johan, Ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour Roca Sphère. Rendez-vous à 19h lundi prochain et pour se quitter, on se fait plaisir. Une petite action d'Elie Okobo, c'était contre l'Alba Berlin la semaine dernière. Bonne semaine à tous sur TV Monaco.